La crise du Covid va-t-elle durablement modifier la gestion des établissements de santé? C'est en substance la question que se posent tous les responsables d'établissements de santé, mais aussi les chercheurs en management des services de santé, en France comme au Québec ou dans la plupart des pays développés. Répondre à cette question n'est pas aussi évident qu'il y paraît en première intention, du fait de la variabilité des situations que vont rencontrer ces établissements tout au long de la crise. J'ai retenu 4 facteurs principaux pour mettre en lumière cette variabilité. Le premier facteur de variabilité, qui est sans doute le plus important, est tout simplement le fait que les établissements n'ont pas été impactés de la même façon par la vague épidémique. Comme le montre la carte que vous voyez, les établissements du Grand Est, puis les établissements de toute la façade Est française ont été très fortement mis en tension par la première vague épidémique de mars 2020. En revanche, si vous regardez la façade Ouest, vous voyez que les établissements ont été beaucoup moins sollicités en ce qui concerne leur capacité de réanimation. Évidemment, l'impact sur la façon de gérer au cours de la crise aura été différent en fonction de ces situations locales et donc il est difficile de tirer des conclusions. De la même façon, il existe une variabilité très importante et qui a été d'ailleurs beaucoup soulignée dans la presse à l'occasion de cette crise, selon que les établissements ont un statut public ou privé. Il faut se rappeler, ce qui n'est pas le cas au Québec, que les établissements de santé français sont répartis entre les établissements publics et privés, avec une part très importante accordée aux établissements privés et notamment aux privés lucratifs. De façon globale, si on additionne les courts séjours et les soins de suite et de réadaptation, l'offre publique représente 60% des lits et l'offre privée 40% des lits. C'est vous dire l'importance de ce secteur privé en France. Et pourtant, de façon paradoxale, les plans de gestion de crise que l'on appelle en France les plans blancs et qui préparent à l'avance l'organisation du système face à des crises telles que les pandémies, considèrent que seuls les hôpitaux publics peuvent accueillir ou doivent accueillir des patients en première ligne, les établissements privés étant cantonnés dans un rôle de seconde ligne, voire de troisième ligne, pour soit accueillir les patients qui n'ont pas pu être accueillis en première ligne parce qu'ils ne relevaient pas de la pathologie Covid, soit pour accueillir des patients Covid en soins de suite ou pour gérer éventuellement des maladies qui seraient survenues à l'issue du Covid. On a donc un système qui était pensé et centré sur le système public et qui n'avait pas conçu le secteur privé comme étant un secteur pouvant lui aussi faire face directement à la crise. Évidemment, ceci a un impact sur la perception de la gestion de la crise à l'intérieur des établissements et sur la gestion réelle de la crise. Les établissements publics ont dû s'adapter très fortement étant en première ligne. Les établissements privés n'ont pas eu à subir cette vague du Covid, mais en revanche, ils ont quand même dû subir l'adaptation aux contraintes sanitaires qui étaient imposées au système, notamment la déprogrammation préventive des opérations et donc le vidage des services d'hospitalisation au cas où ils auraient pu être sollicités néanmoins en deuxième ligne ou en troisième ligne. Donc une perception différenciée public-privé. Troisième élément qui rend cette question difficile à traiter et très relative, c'est la question de la variation d'activité selon les services. Les médias se sont fort justement concentrés sur les services qui ont fait face directement au flux de patients Covid, c'est-à-dire les services d'accueil des urgences, les services de réanimation et de soins intensifs, et aussi les services d'infectiologie, de pneumologie ou de médecine interne qui sont spécialisés dans ce type de pathologie. Ces services, effectivement, ont dû s'adapter très rapidement et mettre en place des organisations sur lesquelles nous reviendrons. Mais il ne faut pas oublier également tous les autres services hospitaliers qui n'ont pas été impactés par ces flux de patients, mais plutôt par l'absence de patients. De façon à se préparer à l'afflux massif, de façon à libérer des capacités médicales, de façon à libérer des places en réanimation,
les services d'hospitalisation, entre guillemets, hors Covid, ont été littéralement vidés de leurs patients et vidés de leur activité, mais ils ont en revanche gardé une partie de leurs effectifs soignants. Évidemment, quelques personnes, quelques soignants ont été affectés aux services de première ligne, donc urgence, réa, et en renfort dans certains services de médecine interne, mais il a subsisté dans de très nombreux services hors Covid des personnels qui étaient là et qui attendaient des patients qui ne venaient pas et qui ne pouvaient pas venir puisque l'activité avait été différée ou annulée à l'exception de quelques rares urgences. On a donc eu dans les établissements de santé français, notamment publics de première ligne, une activité à deux vitesses, suractivité dans les services de crise et sous-activité dans les autres services. Dans les établissements de santé privés, la situation était encore plus paradoxale avec une sous-activité généralisée puisque ces services-là aussi avaient été vidés de leurs patients dans la perspective éventuelle d'un débordement des hôpitaux publics vers ces hôpitaux de seconde ligne. Finalement, on avait donc bien une sorte de cristallisation, urgence-réanimation versus reste de l'établissement du point de vue en tout cas des services de soins. Évidemment, les services de support, eux, ont été sollicités très fortement car tous les services sont in fine interreliés et donc il fallait néanmoins gérer les flux logistiques, les flux de médicaments, il fallait gérer les questions de procédure, qualité, les questions d'hygiène et donc l'établissement a quand même été mis à contribution de façon globale mais de façon extrêmement différenciée. Donc la perception de la gestion de la crise et des modes de gestion a aussi été très différente selon qu'on travaillait dans un service ou dans un autre. Et puis le quatrième et dernier élément très important pour répondre à cette question porte bien entendu sur les facteurs de complexité de la gestion hospitalière. On pense bien sûr à la taille, ce n'est pas la même chose de gérer un centre hospitalo-universitaire de 25 000 salariés et de 22 ou 23 sites, ou de gérer un petit centre hospitalier de quelques centaines de salariés monosite. La complexité de la gestion, le nombre de niveaux hiérarchiques par exemple, ne seront évidemment pas identiques, mais également la présence ou pas de services support dédiés ou de spécialistes ne sera pas identique. Et donc, il est très difficile de porter une réponse générale à cette question sur les modes de gestion sans considérer ces différents paramètres. Alors, néanmoins, comment essayer d'apporter des premiers éléments de réponse à cette question sur l'impact du Covid sur la gestion des établissements de santé? À l'IFROS, nous nous sommes exercés dès la fin du premier confinement, au mois de mai et jusqu'à fin juillet, à faire des retours d'expérience avec les auditeurs de formation continue que nous avons accueillis dans nos locaux. Il s'agissait de cadres de proximité qui suivaient un programme de master, de cadres supérieurs de santé qui suivaient également un programme de master, et puis de responsables qualité en établissement de santé, qualité gestion des risques, qui suivaient soit notre programme de diplôme universitaire, soit notre programme de master. À chaque fois, nous avons animé pendant 3 à 6 heures des séances de retour d'expérience en utilisant des méthodes éprouvées comme la méthode Alarme ou la méthode Orion. Mais au-delà de ces méthodes, ce que je veux retenir, c'est les propos qui ont été tenus autour de l'analyse extrêmement méticuleuse et ordonnée qu'imposent ces méthodes. Et puis, nous avons également eu des retours d'expérience du terrain de la part de notre réseau d'anciens étudiants, nos 5000 anciens qui nous ont fait part à l'occasion de mails ou d'échanges téléphoniques d'un certain nombre de situations. Ce ne sont que des constats empiriques. Il est, quoi qu'il en soit, beaucoup trop tôt pour pouvoir avoir des certitudes d'un point de vue scientifique. Il est en revanche l'heure de poser un certain nombre de questions auxquelles on pourra sans doute par la suite essayer de répondre de façon plus concrète. C'est également pour répondre à ces questions que l'IFROS s'est engagé dans le projet Coping, financé par le ministère de la Santé et organisé par le CHU de Lyon,
en lien avec le CNAM Paris et l'Institut d'études politiques de Lyon. Il s'agira d'examiner et d'étudier a posteriori la façon dont la crise a été gérée dans les 4 centres hospitalo-universitaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans les 6 centres hospitaliers qui travaillent avec ces CHU. Des centaines d'entretiens sont actuellement en cours pour aborder ces questions. Des centaines d'entretiens sont actuellement en cours pour essayer de mieux appréhender la perception de la crise par toute l'échelle hiérarchique des établissements et par les soignants de première ligne, et un questionnaire d'évaluation de gestion de la crise fondé sur une grille de réponse rapide conçue par l'OMS pour les crises sanitaires est également en cours de conception et il sera ensuite administré à ces établissements. Mais nous n'aurons les résultats de tous ces éléments uniquement dans 12 à 18 mois et donc je voulais simplement partager avec vous un certain nombre de questions ou de pistes que l'on pourrait formuler sur l'impact de cette gestion, l'impact du Covid, sur la gestion des établissements. La première piste porte sans doute sur la capacité d'initiative et d'innovation que le Covid aurait pu libérer dans les établissements de santé publics. On voit bien dans les récits qui ont été faits par les acteurs de terrain dans les différents retours d'expérience que j'ai mentionnés tout à l'heure, que la crise semble avoir enfin, je dirais, brisé ou aboli en partie les frontières hiérarchiques qui sont souvent dénoncées comme étant un des maux de l'hôpital public, notamment quand il s'agit de gros hôpitaux publics. Les soignants de première ligne, mais aussi les cadres de santé ont souligné qu'ils avaient pu, à l'occasion du Covid, accéder beaucoup plus rapidement aux équipes de direction et aux équipes d'encadrement supérieur, et surtout qu'ils avaient pu avoir des décisions beaucoup plus rapidement que ce qui se pratiquait habituellement, et ceci est effectivement extrêmement intéressant pour l'avenir. Peut-être pourra-t-on imaginer de continuer à faire perdurer ces modes de communication plus directs. La deuxième piste porte sur la capacité de collaboration dans les établissements de santé. Alors que ces établissements sont réputés pour être des établissements extrêmement cloisonnés, la crise du Covid a développé de nouvelles opportunités de collaboration à l'intérieur de ces établissements, mais aussi à l'extérieur, en dehors des murs de ces hôpitaux et de ces cliniques. Tout d'abord, à l'intérieur, les opportunités de collaboration qu'a ouvert la crise se sont concentrées sur les relations entre la sphère administrative et la sphère soignante, qui sont souvent réputées comme étant antinomiques et extrêmement distantes. Les raccourcissements des circuits de décision et l'abolition relative de la hiérarchie que j'ai décrite précédemment ont permis à ces deux mondes d'apprendre à davantage travailler ensemble sous la pression de l'urgence pour trouver des solutions rapides à un certain nombre de problèmes. Je pense par exemple à l'accélération des décisions d'achat ou à la validation accélérée d'un certain nombre de protocoles et de procédures qui ont permis d'aller beaucoup plus vite pour trouver des solutions et sont donc venus en support de ces capacités d'initiative et d'innovation dont j'ai parlé précédemment. Mais c'est surtout entre les fonctions logistiques et le monde du soin que les collaborations se sont développées. Ces deux mondes s'ignorent parfois, les uns étant au contact direct du malade, les autres étant parfois relégués dans des services éloignés du soin. La crise a permis de travailler davantage ensemble, là aussi pour trouver des solutions pour la fourniture des équipements de protection individuelle, pour la fourniture aussi des molécules qui pouvaient faire défaut à certains moments de la prise en charge. J'y reviendrai tout à l'heure, on va retrouver là un certain nombre de professions qui jouent un rôle clé dans la résilience des établissements de santé. La deuxième dimension de la collaboration qui est très présente grâce à la crise Covid est la collaboration à l'extérieur des murs de l'établissement. Les hôpitaux publics ont réussi à trouver dans leur environnement un certain nombre de relais
avec lesquels habituellement ils travaillaient assez peu, malgré les efforts des pouvoirs publics depuis de nombreuses années pour renforcer ce travail collectif. Il s'agit notamment de la médecine libérale, mais aussi parfois des infirmières libérales qui, dans certains territoires, ont véritablement collaboré avec les établissements de santé pour gérer en amont les flux de patients non Covid ou les flux de patients Covid légers qui ne relevaient pas d'une hospitalisation, et en aval pour assurer parfois les retours à domicile de façon à libérer rapidement des lits. Un certain nombre d'instances comme les communautés professionnelles territoriales de santé qui avaient été créées justement pour favoriser le travail collectif des professions de santé sur un territoire ont également pu jouer un rôle en organisant la collecte de matériel ou en organisant les protocoles à domicile ou dans le cadre de la médecine libérale. Évidemment, ce sont des situations qui ne sont pas généralisées sur le territoire, mais qui sont quand même extrêmement intéressantes. Les établissements ont aussi renforcé leur collaboration entre eux. Alors, on avait créé en France les groupements hospitaliers de territoire qui sont finalement une forme de fusion déguisée des établissements publics de santé d'un territoire afin de mieux répondre à la demande et aux besoins des patients en évitant les concurrences entre établissements. L'idée du GHT, finalement, c'est de créer une sorte de méta-organisation qui travaille en réseau public, principalement autour des besoins du patient, mais qui peut aussi, un peu plus marginalement, associer d'autres opérateurs privés non lucratifs, voire lucratifs. Ces GHT ont des succès mitigés et peinent pour la plupart à prouver, à démontrer leur efficacité en termes de collaboration. Et ce qui a été très intéressant avec la crise du Covid, et ce qu'on voit encore, c'est que dans certains territoires, ils ont véritablement joué un rôle dans la mutualisation des moyens, dans la répartition des activités, de façon à optimiser la réponse sur un territoire, également en permettant aux établissements pivots du groupement d'aller supporter les établissements périphériques pour leur apporter un certain nombre de compétences. Là encore, ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est néanmoins un élément très encourageant qui montre que la crise a fait bouger les lignes et a permis à des établissements de mieux travailler ensemble, en tout cas dans la sphère publique. De façon plus marginale aussi, la collaboration entre le public et le privé en termes d'établissement s'est développée dans certaines régions. Ça a été rarement le cas d'accords formels, mais plutôt de façon informelle, initiés généralement au travers de praticiens qui se connaissaient par ailleurs et qui s'estimaient. Un certain nombre d'établissements ont travaillé ensemble, qu'ils soient publics ou privés, pour, là encore, orienter au mieux les patients et jouer au mieux avec les différentes capacités d'hospitalisation et notamment de réanimation. Donc on voit comment cette crise Covid a permis véritablement aux établissements d'apprendre à faire ensemble, entre établissements et aussi entre professionnels de santé. Et c'est sans doute là aussi une vertu extrêmement forte de cette crise. Les frontières entre les professions. Là encore, il faudra sans doute de très nombreuses études de sociologie du travail, de sociologie des professions et de sciences de gestion pour voir véritablement ce qu'il en est, mais on a perçu sur le terrain la montée en puissance et l'affirmation du rôle central de deux grandes familles de métiers qui souvent sont un peu les oubliés, en tout cas au moins dans la recherche en management des services de santé. La première catégorie de profession qui a été mise à l'honneur d'une certaine façon, ce sont les cadres de santé, les cadres de proximité. On a beaucoup parlé des soignants qui, effectivement, en première ligne dans les services sous tension, ont joué un rôle essentiel, mais ces cadres de santé, ces cadres de proximité ont, eux, permis aux soignants véritablement d'exercer les soins de la manière la moins mauvaise ou la meilleure possible, en gérant notamment le personnel. Et donc, on voit que ces professions un peu délaissées ou peu attractives en France, que sont celles de cadres de santé, ont retrouvé leur lettre de noblesse. Elles ont permis de montrer le rôle essentiel de l'ingénierie du soin. Il a fallu trouver les professionnels
avec des taux d'absentéisme de 30% parfois dans les services. Il a fallu trouver de nouveaux professionnels, les former rapidement, par exemple leur apprendre très rapidement, les recycler très rapidement sur la question de la réanimation. Il a fallu parfois réorganiser les équipes et surtout les façons de travailler dans les services pour apprendre à travailler en sous-effectif. Il a fallu aussi gérer dans la durée les roulements, les plannings, de façon à ce que les équipes ne s'épuisent pas trop et qu'elles puissent tenir dans la perspective de la seconde vague qui est en train de se révéler en ce moment en France et dans de très nombreux pays européens. Le deuxième type de profession qui ont vu leur rôle mis en lumière, ce sont les fonctions de support dont j'ai déjà parlé. Alors il s'agit dans ces fonctions de support de trois métiers principaux. Il y a bien sûr les responsables qualité, et ça c'est sans doute le plus évident parce que ces fonctions de la qualité sont des fonctions transversales par nature, et dans les établissements notamment de petite taille ou de taille intermédiaire, souvent le responsable qualité est la seule personne qui exerce véritablement en responsabilité sur des questions et en transversalité sur des questions d'organisation. Ces responsables qualité ont été des appuis considérables pour formaliser les protocoles et les procédures, les faire évoluer très rapidement, les diffuser, animer des petits groupes de résolution de problèmes sur le terrain. Et donc ils ont joué un rôle considérable dans un certain nombre d'endroits pour permettre là aussi de fluidifier le fonctionnement sous tension. C'est un apport extrêmement intéressant. On voit vraiment combien la qualité peut dépasser le rôle de la certification dans ces moments-là. Un responsable qualité que l'on a formé me disait qu'il avait ainsi dû mettre à jour 17 fois le protocole Covid patient, gestion du patient, et le diffuser chaque fois aux soignants et aux différentes équipes. Il nous expliquait aussi comment il avait dû recourir à différents stratagèmes pour s'assurer que les équipes prennent connaissance des versions actualisées de ces protocoles, ce qui était une gageure quand elles étaient occupées par ailleurs directement avec les patients. Deuxième type de métier dans les fonctions de support qui a été mis à l'honneur, ce sont les fonctions de logistique pure, c'est-à-dire les fonctions achat et puis les fonctions pharmacie. Alors les fonctions achat, la fonction achat n'est pas nécessairement présente dans tous les établissements, puisque c'est une fonction qui est parfois réservée à des établissements déjà importants, mais lorsqu'elle existe, cette fonction a montré son utilité en allant chercher de nouveaux fournisseurs, de nouvelles sources d'approvisionnement, et en travaillant aussi plus étroitement avec les soignants que ce ne se faisait parfois, pour définir rapidement les attentes des services. Ceci a aussi permis d'abattre ou d'abolir temporairement sans doute des règles qui relevaient habituellement du dogme. Je pense notamment aux règles des marchés publics qui en France sont incontournables, comme dans la plupart des pays d'ailleurs. On ne peut pas acheter en dehors de certains marchés publics. Et bien là, compte tenu de l'urgence, il a été dérogé à certains marchés publics pour pouvoir acheter au plus vite, au plus simple, auprès de fournisseurs qui n'avaient pas nécessairement répondu à des marchés. Donc on voit une adaptation de ces fonctions et une propension à aller davantage vers les services de soins pour répondre à leurs demandes. De la même façon, les pharmacies hospitalières, qui sont souvent des enclaves à l'intérieur des hôpitaux pour des raisons de sécurité, ont travaillé étroitement avec les soignants, notamment avec les médecins, pour les aider à trouver des solutions thérapeutiques face à la pénurie temporaire de certaines molécules, et aussi avec les soignants en général pour réfléchir à certains traitements alternatifs pour des patients qui présentaient des cas particuliers. Donc ces pharmaciens et ces pharmaciennes ont joué aussi un rôle, sont allés davantage vers les services. Donc on trouve avec ces fonctions de support
une trilogie de métiers qui, là aussi, ont décloisonné leur fonctionnement, sont allés davantage vers le soin, et de soignants qui sont allés davantage vers ces fonctions-là, ces fonctions sont désormais sans doute remises un peu plus en lumière, et il faudra s'interroger plus longuement sur leur rôle et sur la façon de capitaliser sur tout ce que ces fonctions ont apporté aux établissements. Alors, on le voit finalement, la Covid a modifié un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'organisations dans ces établissements. La question qui sera centrale dans les mois à venir sera celle de la pérennisation de ces meilleures pratiques, de façon à permettre aux établissements, même dans un fonctionnement normal, de gagner en agilité, de gagner aussi en efficience, tout en améliorant un climat social qui, depuis de nombreuses années, est très dégradé à l'hôpital public. Il faut rappeler aussi que cette crise est arrivée à un moment de tension très fort dans les établissements de santé, avec des réunions de négociation, le Ségur de la santé, qui portait essentiellement sur l'allocation de moyens supplémentaires sur fond de grogne contre la tarification à l'activité, mais aussi avec plein d'autres revendications sur les conditions de travail, la rémunération, l'autonomie, la délégation, et donc un climat social extrêmement pesant qui est venu s'ajouter à cette crise Covid. Donc maintenant que cette crise a passé la première phase, il restera sans doute à passer 2 ou 3 autres pics difficiles, se posera la question de pérenniser et de capitaliser sur ces choses-là. Le deuxième enjeu pour les années à venir, c'est non seulement d'améliorer les choses, mais de renforcer la capacité de résistance, de résilience, comme il est d'usage de dire maintenant, des établissements et des personnels aux différentes crises sanitaires. Ce qu'on peut retirer se posera la question de pérenniser et de capitaliser sur ces choses-là. Le deuxième enjeu pour les années à venir, c'est non seulement d'améliorer les choses, mais de renforcer la capacité de résistance, de résilience, comme il est d'usage de dire maintenant, des établissements et des personnels aux différentes crises sanitaires. Ce qu'on peut retirer de l'évolution des modes de gestion pendant la crise, c'est d'abord la dimension territoriale renforcée, qui permettent d'emblée à tous les acteurs hors les murs de travailler davantage ensemble. L'idée finalement est d'arriver à cet hôpital étendu qui, à l'instar de l'entreprise étendue chère aux spécialistes de la chaîne logistique, travaille depuis le fournisseur du fournisseur jusqu'au client du client sur un territoire, de façon à sécuriser les approvisionnements, les prestations de services, la réponse aux besoins sur les territoires, quel que soit le lieu du territoire concerné. Le deuxième enjeu, ça sera toujours en termes de résilience, de renforcer la résilience de chacun des établissements, et ceci passera bien sûr peut-être par l'amélioration de quelques processus et de quelques aspects structurels, mais surtout par un travail sur la résilience des professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire leur capacité à s'auto-gérer, à agir par eux-mêmes en situation de crise, et ceci renvoie aux problématiques des systèmes complexes. Et donc, probablement que ces systèmes complexes auront des choses à apporter pour amener une meilleure compréhension des compétences à renforcer ou à développer chez les professionnels de santé et dans tout le système de gestion des établissements de santé. Un dernier point aussi qui sans doute sera intéressant dans les mois à venir, c'est la question dont nous avons parlé au début des établissements de santé privés
qui, par leur fonctionnement très différent, réticulaire, constitués de multiples professionnels libéraux reliés entre eux par des contrats à l'intérieur de la clinique, ont sans doute une agilité, une adaptabilité plus grande dans certaines situations. Il sera sans doute intéressant de regarder ce qu'on peut tirer comme source d'inspiration de ces fonctionnements-là face à la crise pour imaginer de nouveaux modes d'organisation. Voilà, vous l'aurez compris, les enjeux autour de la gestion des établissements face à la crise sont nombreux, non seulement pour les questions qu'ils ont posées, non seulement pour les questions qu'ils posent, mais aussi pour les questions qu'ils poseront demain et les enjeux qu'ils vont poser demain et les défis qu'ils vont poser au fonctionnement plus routinier des établissements de santé. C'est tout l'enjeu des prochaines années. Ceci ouvre un agenda de recherche considérable pour la communauté des chercheurs en services de santé, mais aussi un enjeu de réflexion et de débat pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les directeurs d'établissement, le système de l'assurance maladie ou l'État qui gère et qui essaye de faire au mieux dans le sens de l'intérêt public. Ceci nous donnera sans doute l'occasion, dans les années à venir ou les mois à venir, de nous revoir pour échanger, j'espère de vive voix, sur tous ces sujets. Merci.